Nous allons commencer par Ida Radogowski, qui est née à Argenteuil, je le sais depuis une demi-heure. Quand on a fait le point, elle me dit « faudrait dire, on n'a pas dit où j'étais né. Les autres, vous verrez, on sait à peu près presque tous où ils sont nés. » Travaille dans le secteur du spectacle vivant, a créé un bureau d'aide en gestion et administration auprès de compagnies de théâtre et ensembles musicaux. Elle suit des enseignements et a une pratique régulière de la méditation depuis plus de 30 ans auprès de maîtres de la tradition du bouddhisme tibétain, ainsi que des nonnes et moines de la tradition du bouddhisme Theravada. J'y vais tout doucement pour ne pas écorcher le nom. Ce sont les moines de forêt. Elle a pratiqué le Hatha Yoga et enseigne actuellement le Yoga Nidra, qui est le yoga de relaxation profonde, en se basant sur des exercices de rotation de l'esprit dans le corps et de respiration et de visualisation. Cette technique traditionnelle assez peu connue est une assez bonne préparation pour la méditation, car c'est une pratique de concentration et de contemplation. J'en ai terminé pour la présentation. La parole est aux intervenantes et j'appelle donc au pupitre Ida. Je vais tout d'abord vous demander un peu d'indulgence, car je n'ai pas trop l'habitude de parler en public. Et également vous dire que j'ai accepté cette proposition dans un esprit de partage. Voilà. Donc bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le docteur Alain Bréant et les éditions de LOL de m'avoir proposé de venir vous parler de la méditation afin de transmettre mon expérience de pratiquante et quelques-unes de mes réflexions. Je médite depuis un certain nombre d'années et suis des enseignements de différentes écoles bouddhiques, tradition tibétaine et tradition Theravada d'Asie du Sud-Est, depuis plus d'une trentaine d'années avec plus de régularité ces 5 dernières années. J'ai également suivi des cours sur l'histoire du bouddhisme avec l'Institut d'études bouddhiques de Paris. Je ne pense pas être une théoricienne de la méditation, mais plutôt une pratiquante qui conceptualise à partir de sa pratique. Mon intervention d'aujourd'hui est un témoignage de ce que la méditation m'a apporté et des leçons que j'ai pu en tirer. La méditation s'appuie sur une connaissance du fonctionnement de l'esprit, des émotions et de la souffrance. Et c'est cela qui m'a intéressée. C'est une vision non dualiste du corps et de l'esprit. Dukkha, en pali, signifie le mal-être, la souffrance existentielle, si prégnante dans nos sociétés. Et qu'il était d'autant plus pour moi, qui ai rencontré de graves problèmes de santé il y a quelques années. Ce sont les enseignements et la méditation, ainsi que d'autres techniques, comme le yoga et la psychanalyse, qui m'ont aidé à m'en sortir. Dans ma recherche pour comprendre la maladie et tenter une guérison, il était important pour moi que cette pratique ne me serve pas uniquement à sortir de la maladie, mais qu'elle soit également une leçon de vie et une pratique altruiste allant vers les autres. Je ne souhaitais pas m'enfermer dans un bien-être personnel. La méditation m'a donc aidée à prendre conscience de mon fonctionnement mental, à prendre de la distance avec ce corps malade et à aller de l'avant, plutôt que de me morfondre sur les conséquences de la maladie. La méditation m'a permis d'acquérir un état d'esprit, peut-être une forme de distance avec un corps qui ne répondait plus à mes attentes, d'une jeune femme d'une trentaine d'années. Elle m'a aidée au quotidien à tenir le coup, même lorsque mon corps faiblissait, mais également à faire des projets pour l'avenir immédiat, alors qu'à certains moments, aller chez l'épicier d'en face me demandait un effort surhumain. Aujourd'hui que je suis sortie de cette maladie, non pas guérie, est-on jamais guéri d'un sillon que l'on a creusé à un moment donné sans le vouloir consciemment? Aujourd'hui donc, la pratique de la méditation m'aide à voir le monde tel qu'il est et à assumer le mieux possible mon humanité. En tout cas, je l'espère. Comme le disait Swami Prajnampad, qui fut le maître d'Arnaud Desjardins, vous ne vivez pas dans le monde, vous vivez dans votre monde. Les enseignements du Bouddha abordent depuis plus de 2500 ans ces notions par le biais de 2 de ses principes essentiels, complémentaires et indissociables: l'interdépendance des êtres et des phénomènes et l'impermanence. Penser et vivre en prenant conscience que tout ce qui existe est en mutation et transformation constante. Cette attitude pragmatique donne une grande adaptabilité
à ce que nous ressentons, aux êtres et aux circonstances. En ce qui me concerne, au bout de quelques années de maladie, bien que mon état se fût amélioré, je restais fragile. J'avais perdu de vue que je pouvais guérir. Mais comme le disait Rainer Maria Rilke, il faut savoir que les choses sont sans espoir et tout faire pour les changer. Je continuais ma vie en souhaitant seulement pouvoir prendre encore un peu de plaisir, pas uniquement le plaisir des sens, qui est un plaisir égocentrique et superficiel, mais trouver en moi-même une certaine joie, le simple fait de vivre et de goûter les choses. En fait, le yoga m'a appris une chose importante, le dépassement de soi. Et j'avais et ai toujours une devise, trouver du plaisir dans la contrainte. Nous ne pouvons pas prévoir ou changer les événements qui arrivent dans notre vie, que ce soit personnel ou collectif. Mais ce que nous pouvons changer, c'est notre façon de les percevoir, de les accueillir. Ainsi, la manière dont nous appréhendons la réalité conditionne notre vision de nous-mêmes, des autres, de l'existence. La voie bouddhiste apprend à s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits. Et la méditation nous permet d'appréhender nos émotions, non pas de nous en détacher, mais de ne pas les laisser nous envahir, ni de rester sur leurs conséquences, d'être dans un mode répétitif, voire obsessionnel. Il ne s'agit pas de ne plus éprouver d'émotions, mais de ne pas se laisser envahir par elles. Cette maîtrise induit au fur et à mesure des états intérieurs différents qui changent notre vision du monde. Nous avons moins peur et de ce fait devenons plus ouverts aux autres, plus altruistes, plus coopératifs pour créer en commun. Notre altruisme nous mène vers tout ce qui est vivant, humain et non humain. Nous avons une plus grande conscience de notre environnement. Nous sommes des êtres émotionnels. Ces émotions, venant des 5 sens, nous permettent d'une certaine façon d'appréhender le monde. Mais ces sensations peuvent nous amener dans une spirale qui ne nous permet pas toujours d'en sortir. Méditer, c'est aussi mettre fin à un flot incessant d'idées, à un assaut de jugements que l'on est toujours prompt à appliquer à ce que l'on observe, biaisant ainsi notre capacité de perception en la soumettant à des préjugés, à des concepts dont on n'a même plus conscience et pour certains dont on n'a même pas vérifié l'authenticité. La méditation change notre rapport au monde, nous permet d'appréhender et sentir notre place dans l'univers, de nous concentrer de manière plus intense, d'être plus lucide. La seule vraie question qu'il faut se poser, c'est dans quel but ? Est-ce uniquement pour moi personnellement ou est-ce aussi dans un but altruiste ? Le danger aujourd'hui, dans la rapidité avec laquelle se diffuse la méditation de pleine conscience, c'est qu'elle risque de perdre son sens, car coupée de ses racines bouddhistes, ce qui veut dire coupée de l'altruisme et de l'éthique. Le risque est qu'elle soit instrumentalisée de manière opportuniste ou utilisée comme un produit. Il est de la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués dans ce mouvement de veiller à ce que l'intégration de la pleine conscience se fasse de manière éthique, afin qu'elle contribue pleinement à l'apaisement dont nos sociétés ont besoin. Ce ne sont pas mes propos, mais ceux de Jon Kabat-Zinn, professeur émérite de médecine à l'Université du Massachusetts et fondateur d'une méthode, la méditation de pleine conscience, destinée à la réduction du stress. Jon Kabat-Zinn a suivi des enseignements de maîtres zen, ainsi que de moines de la tradition Theravada, moines de la forêt, bouddhisme du sud-est asiatique. En effet, le danger est grand de nos jours où le tout de suite et le prêt-à-porter spirituel sont à la mode, que très peu de personnes comprennent ce qu'implique un travail intérieur en pratiquant régulièrement la méditation. C'est un long cheminement, parfois semé d'écueils et de difficultés à surmonter, qui tend vers un accomplissement transcendant notre vision ordinaire de l'existence. Vouloir mettre la méditation à la portée de tous participe d'une excellente motivation. Mais cette bonne volonté doit aller de pair avec une réflexion de fond.
Se rappeler que cette technique est issue d'une spiritualité et que ce n'est pas saupoudrer la vie mondaine ou séculière de quelques outils spirituels en vue d'un développement personnel ou de l'optimisation de performance. L'enjeu véritable est celui d'un changement radical de notre vision de l'esprit, du monde et des autres. Méditer, c'est mettre une certaine distance vis-à-vis de l'acte de consommer ou de l'idée de compétitivité, en cultivant l'empathie avec les êtres humains et je dirais même avec les êtres non humains. Méditer, c'est donc retrouver le sens du don, de l'échange, de l'écoute. Pour parvenir à une certaine émancipation, le bouddhisme propose ainsi un grand nombre de méthodes ou de moyens appropriés, qui tous se regroupent au sein des 3 entraînements. La discipline éthique, qui modifie le comportement du pratiquant à l'égard de lui-même et à l'égard d'autrui. Le recueillement méditatif, qui concerne la maîtrise de l'esprit et de ses fonctions. Et la connaissance imminente de la nature de la réalité qui en résulte. On en est venu à parler de méditation laïque, terme pour le moins étrange. Qu'y a-t-il en effet de laïque ou de non laïque dans le fait de méditer ? La laïcité est un concept moderne, occidental, impliquant en principe l'existence d'un espace public neutre à l'égard des religions instituées, sans hostilité ni phobie. Est-ce pour se démarquer de la tradition bouddhique que l'on a ajouté ce terme, comme pour s'assurer qu'il ne s'agit plus là d'une pratique spirituelle ou religieuse, et dans quel but ? Comme je l'ai proposé plus haut, il faut se poser les vraies questions. Quelles sont mes réelles motivations ou mes réelles intentions pour pratiquer la méditation ? Car celle-ci n'est pas une technique de plus à consommer, mais un véritable outil de travail. L'intention qui est un dessein délibéré d'accomplir un acte par la volonté qui est très importante dans la démarche de méditer régulièrement. Peut-être faudrait-il parler de méditation universelle, comme le préconise Sophia Strillriver ici présente, ce qui pourrait englober toute forme de méditation, qu'elle émane d'une religion, d'une spiritualité ou d'un monde athée. Le thème de cette conférence est la méditation qu'en attendre, et le sous-titre en est « Pour l'amour de la vie » que je développerai plus loin. Je serais tentée de ne rien attendre, car être en attente n'est peut-être pas la meilleure posture dans la méditation. Elle requiert du lâcher-prise. Il peut y avoir des méditations inspirantes qui laissent une trace dans les heures, voire les jours à venir. Mais il peut y avoir également des méditations qui n'apportent rien sur le moment. En tous les cas, c'est l'impression que nous en avons. Rien n'est moins sûr, car en fait, un travail continue à se faire dans la persévérance de méditer régulièrement. Cette régularité permet au mental parfois de lâcher prise, et nous pouvons au fur et à mesure du temps comprendre que ces petits lâcher prise, se cumulant, nous amènent à plus de sérénité dans la vie au quotidien. Nous pouvons nous surprendre à être plus sereins, plus sereines, dans certaines situations où auparavant nous aurions réagi très rapidement. Agir et non réagir est préférable, comme le spécifiait Ajahn Medino, moine de la tradition Theravada, moine de la forêt. Ce confort personnel, le lâcher-prise dans la vie quotidienne, se diffuse autour de nous et permet le plus souvent d'apaiser des situations où le conflit n'est jamais très loin. Nous vivons dans une époque où les rapports de force sont très présents. Nous n'avons pas toujours envie d'y entrer ou nous n'en avons pas toujours les moyens, nous trouvant débordés par l'émotionnel. La méditation, au fur et à mesure de notre travail régulier, instaure intérieurement un état plus calme qui permet de ne pas entrer systématiquement dans des rapports de force. Ces rapports de force peuvent exister également avec un corps malade. La dualité corps-esprit s'instaure, alors qu'en dépassant cette dualité, il semble possible de trouver une harmonie. C'est souvent la douleur à répétition qui soutient cette dualité. L'esprit pourrait être plus calme s'il n'y avait pas cette douleur, bien souvent répétitive. La douleur existe, bien évidemment,
Mais si le mental est plus apaisé, nous réagirons différemment. Je tente au travers de ces lignes de vous donner une approche différente de la méditation. Il ne s'agit pas seulement de s'en servir comme un objet de consommation qui permet d'être mieux dans sa peau, mais d'un véritable travail intérieur pour aller vers une autre dimension qui nous permet d'être plus lucides dans le monde et de ce fait d'agir en conséquence. Et pour reprendre le sous-titre de la conférence « Pour l'amour de la vie », eh bien, je ne serai pas la dernière à dire que oui, bien évidemment, nous avons des forces de vie importantes, et peut-être les méconnaissons-nous. Mais je peux vous assurer à titre personnel que je les ai bien perçues, vécues, tout au long de ce chemin dans la maladie. Ces forces de vie peuvent se traduire par un amour de la vie. Dans mon chemin de vie, j'avais perdu de vue depuis un bon moment l'idée de guérir. Mais je souhaitais continuer encore un bout de ce chemin de vie. Difficile, certes, mais si exaltant. Je dis bien souvent que la vie est bien plus créative que nous, qu'elle nous amène à vivre des événements auxquels nous n'aurions même pas pensé. Des événements bénéfiques et d'autres beaucoup moins. L'art de cet amour de la vie, c'est de comprendre ce qui est en jeu et d'y plonger afin de vivre en pleine conscience ce qui se présente avec un regard bienveillant envers soi, mais aussi envers les autres. C'est une gymnastique un peu difficile, mais qui permet bien souvent de mieux passer les épreuves. Ce regard bienveillant permet la rencontre avec les autres, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, également dans le domaine de la santé. J'ai été soignée, aidée, accompagnée pendant plusieurs années par un médecin et son équipe. Et nous avions alors des rapports de bienveillance les uns par rapport aux autres. Ce n'était pourtant pas une époque qui les facilitait. Il est toujours possible, même lorsque nous sommes envahis par nos peurs, de tenter de changer de vision et par là même de comportement. Et pour terminer et clarifier mes propos, je voudrais citer un maître du bouddhisme tibétain qui se nomme Joshyam Trungpa, qui parle de la méditation en ces termes. La méditation ne consiste pas à essayer d'atteindre l'extase, la félicité spirituelle ou la tranquillité, ni à tenter de s'améliorer. Elle consiste simplement à créer un espace où il est possible de déployer et de défaire nos jeux névrotiques, nos auto-illusions, nos peurs et nos espoirs cachés. Nous produisons cet espace par le simple recours à la discipline consistant à ne rien faire. Je vous remercie pour votre écoute.